Bien, mesdames et messieurs, permettez-moi d'abord d'exprimer à nouveau toute mon émotion à la famille et aux proches de Marie-Christine Audeau que je viens de rencontrer avec le président de la République à l'Élysée. Cette affaire dramatique illustre la nécessité de renforcer encore notre dispositif de lutte contre la récidive et la prise en charge des criminels sexuels. Je vous rappelle d'ailleurs que j'évoquais cette problématique lors de la récente discussion à l'Assemblée nationale du texte sur la loi pénitentiaire, en faisant état de ma préoccupation sur ce type de délinquance. Je crois que ce drame souligne la nécessité d'améliorer la prise en charge médicale et psychiatrique des détenus, à la fois pendant, mais aussi après leur incarcération. La santé en prison mérite certainement une augmentation des moyens qui sont consacrés au suivi socio-judiciaire. Et j'avais d'ailleurs sur ce sujet tenu une réunion avec le ministre de la Santé, ici même, il y a un peu moins de 3 semaines, et nous avons convenu qu'il était important que nos équipes travaillent ensemble pour renforcer ce domaine. Le président de la République a d'ailleurs décidé de présider lui-même une réunion consacrée à la psychiatrie criminelle la semaine prochaine. Alors, il faut bien voir qu'en dehors de ce sujet de la psychiatrie criminelle, aujourd'hui, pour les criminels qui présentent un risque de récidive si élevé pour la société qu'il serait trop dangereux de les remettre en liberté immédiatement à l'issue de leur peine, la loi sur la rétention de sûreté permet de les placer dans des centres socio-médico-judiciaires de sûreté. Cette loi est d'ores et déjà entrée en vigueur et d'ailleurs, il y a le premier centre de ce type à Fresnes. Mais il y a également tous les détenus qui, étant libérés à la fin de leur peine, présentent un risque réel de récidive. Un projet de loi a été élaboré qui prévoit le renforcement des obligations de surveillance de sûreté. Ce texte est passé en Conseil des ministres il y a déjà un certain temps, mais il n'a pu être programmé pour une discussion parlementaire du fait de l'encombrement du calendrier parlementaire. J'avais souhaité qu'il puisse venir le plus rapidement possible et le président de la République a décidé tout à l'heure que ce texte devrait venir au moins en première lecture devant l'une des assemblées avant la fin du mois d'octobre. Nous aurons donc là des moyens qui nous permettront de mieux suivre des personnes qui peuvent présenter un réel danger de récidive, en particulier dans le domaine sexuel. Sans attendre même la discussion de ce deuxième texte et afin d'améliorer le suivi des détenus à l'issue de leur peine, j'ai fait rappeler au procureur de la République que dans les affaires de crimes sexuels, il fallait que soit requis un suivi avec des injonctions de soins et systématiquement des interdictions de séjour dans les lieux qui sont habités par des victimes. Je crois que ce drame, comme l'ont demandé d'ailleurs les frères et la mère de Marie-Christine Audeau, doit permettre une nouvelle prise de conscience de ce problème et doit nous conduire à perfectionner notre dispositif. Et c'est bien ce que, au ministère de la Justice, j'ai l'intention de faire. Est-ce que vous comprenez l'émoi des syndicats de magistrats après les propos de votre collègue du gouvernement, Brice Hortefeux, qui a mis en cause le problème de la libération conditionnelle du meurtrier présumé de Madame Audeau, alors qu'il avait
terminée, sa peine, purgée sa peine, depuis le mois de novembre. Oui, alors ce que je viens de dire, je ne vais pas rentrer dans une polémique avec le ministre de l'Intérieur. Je l'ai dit depuis longtemps, et alors même que j'étais ministre de l'Intérieur, je pense que la sécurité est une chaîne où chacun a son rôle et où il est important qu'il y ait de bonnes liaisons entre les uns et les autres. Donc il ne s'agit pas de polémique en la matière, je pense simplement qu'il faut dans chaque cas dire ce qu'est, et avec précision, car ce ministère doit être aussi celui de la précision, ce qu'est la réalité. Je pense qu'on n'a sans doute pas donné au ministre de l'Intérieur toutes les informations nécessaires, en particulier pour une raison très simple, c'est que l'intéressé, la personne qui est aujourd'hui mise en examen, n'était pas en libération conditionnelle. Elle avait fini, elle avait purgé sa peine. Et donc, cela n'a rien à voir avec ce qui aurait pu se passer pendant une libération conditionnelle. Mais elle avait purgé sa peine, c'est-à-dire qu'elle avait été condamnée, il y a eu des remises de peine légales, et dans le système légal tel qu'il s'appliquait à elle, avant donc les derniers textes qui ont été pris, ce qui s'est passé était tout à fait normal. Y a-t-il eu carence des juges ? Y a-t-il eu carence des juges ? Écoutez, de tout ce que j'ai, il y a eu de la part des juges purement et simplement application de la loi qui était mise en œuvre à l'époque. Alors, ceci dit, bien entendu, il s'agit d'un fait qui est un drame. Nous aurions tous souhaité que ces faits soient évités. Et c'est bien la raison pour laquelle il est important de souligner que depuis les événements, depuis la condamnation, depuis la libération de celui qui est mis en examen aujourd'hui, eh bien, de nombreuses mesures de prévention de la récidive ont été prises, je vous l'ai dit, notamment en ce qui concerne la rétention de sûreté, qui aurait peut-être été applicable à ce cas. Et non seulement la loi a été prise, mais je vous ai dit que la loi était aujourd'hui appliquée. De la même façon, les mesures de surveillance pour les détenus libérés doivent être renforcées. C'est le but de la loi dont je souhaite que la discussion vienne devant l'Assemblée nationale ou devant le Sénat le plus rapidement possible et dont le président de la République a émis la volonté que cela puisse être avant la fin du mois d'octobre. Tout ceci, ce sont des mesures nouvelles, mais les juges sont tenus d'appliquer la loi et à l'époque, aucun de ces textes, effectivement, n'existait. Je vous l'ai dit, je ne rentrerai dans aucune polémique, ça n'est pas mon rôle et ça n'est l'intérêt de personne. Je dis simplement, et vous ne me ferez pas entrer dans la moindre polémique ou la moindre opposition avec le ministre de l'Intérieur, je suis là, le rôle du ministre de la Justice, c'est aussi d'agir efficacement contre les criminels, de protéger la société, de protéger les victimes et de faire en sorte que ce soit toujours la vérité qui soit exprimée avec les bons mots. Au même poste, vous n'avez pas commis ce genre d'erreur ? Je pense que les juges de l'application des peines font un travail qui n'est pas toujours facile. Je pense qu'ils ont à la fois besoin de lois qui permettent l'action. Je pense qu'ils ont également besoin d'avoir les renseignements qui peuvent leur permettre de prendre un certain nombre de décisions. Et de ce point de vue, je pense que le renforcement du rôle des psychiatres, à la fois en prison et à l'extérieur dans le cadre des mesures de suivi, est effectivement un besoin que nous avons. Ça n'est pas le sujet aujourd'hui. Le sujet aujourd'hui, et quand vous rencontrez la famille de la victime, vous vous en rendez compte, c'est de savoir quelles mesures concrètes peuvent être prises pour que cela ne se renouvelle pas. Y a-t-il une autre question ? Dans ce poste, que vous prendriez la défense des juges quand ils seraient attaqués. Est-ce qu'on peut considérer qu'ici, ils sont en partie attaqués par un ministre ? Non, ils ne sont pas attaqués. Si vous avez vu l'ensemble du dispositif, il peut y avoir à un moment donné des informations qui ne soient pas exactes, qui peuvent être transmises. Mon rôle est aussi de rétablir la réalité. Le porte-parole de l'UMP évoque une généralisation de la castration chimique obligatoire, imposée. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bien, je vous rappelle que la castration chimique est déjà prévue dans la loi. Elle est possible. Et elle est possible sous une
dans un cadre volontaire, c'est-à-dire qu'il faut effectivement l'acceptation ou la volonté, plus exactement, de la personne à laquelle elle va s'appliquer. Je crois qu'aujourd'hui, si il y a déjà un certain nombre de mesures qui sont prises, mais qu'il faut sans doute aller au-delà. Si une personne refuse ce traitement pendant sa détention, on ne peut, par exemple, lui faire bénéficier d'une réduction de peine. Et d'ailleurs même, le crédit de peine peut lui être retiré. Je pense que dans la loi, dans la loi qui va venir, il faudra sans doute aller plus loin, de façon à ce que ce puisse être non seulement pendant la prison, mais également hors des murs, que l'obligation puisse s'appliquer avec en quelque sorte le choix où la personne s'y soumet, ou effectivement, à ce moment-là, il y a retour en prison. Le retour en prison pouvant être justifié de deux façons, où il s'agit de quelqu'un qui est dans le cadre d'un aménagement de peine, ou une libération conditionnelle par exemple. À ce moment-là, la libération conditionnelle s'arrête, il retourne en prison, ou bien s'il en est sorti, alors qu'il y a cette obligation, eh bien, ça peut être justement un retour à la case prison, si je puis dire, au motif qu'il n'y a pas respect de l'obligation de suivi qui lui a été imposée. Même après la peine. Dès lors que l'obligation serait prévue dans le prononcé de la peine pour après l'enfermement. Ça veut dire, oui. Pour ces détenus-là, castration chimique en prison, clairement. Voilà, cela veut ça. Mais bien entendu, il faudra que ce soit inscrit dans la loi, ce qui est normal, et effectivement, ils auront le choix, mais le choix entre l'un ou l'autre. Et qui prendra la décision? C'est le juge, bien entendu. Bah, bien sûr, sur une mesure de ce type, ça ne peut être que le juge. Pardon ? Les avis médicaux, où est-ce qu'ils sont ? Les avis médicaux, ils sont auparavant, c'est-à-dire que la mesure de castration chimique intervient au vu à la fois de l'acte qui a été commis et de l'analyse psychiatrique sur les causes de l'acte. Madame la ministre, dans le cas de l'assassinat de Marie-Christine Audeau, la justice a-t-elle dysfonctionné, oui ou non ? Non, la justice a appliqué les règles et notamment la loi qui était applicable à l'époque. Le problème, le véritable problème, c'est que lorsque la cour d'assises a prononcé la peine, la cour d'assises n'a pas mentionné de suivi. Et c'est la raison pour laquelle nous avons eu un problème, et les juges ont eu un problème, puisqu'il n'y avait pas notamment un certain nombre d'obligations après la fin de la peine. C'est ça le problème, c'est ce qu'on appelle le suivi. Très bien, merci.